Non. Non. Ça va? Donc, jusqu'à présent, on a eu des approches très conceptuelles de l'anomalie. Moi, j'aimerais vous la décrire, enfin, l'analyser à travers un exemple. C'est une curiosité biologique, mais aussi une impasse juridique qui a beaucoup retenu l'attention de Foucault. Il s'agit de l'hermaphrodisme. En fait, en considérant la collusion moderne entre le savoir et le pouvoir, qui caractérise les pratiques médicales actuelles selon Foucault, je vais essayer de montrer combien il peut s'avérer problématique aujourd'hui de rattacher l'hermaphrodisme, qu'on appelle actuellement l'intersexuation, à l'anomale. Donc, bon, l'hermaphrodisme, c'est un mythe, c'est-à-dire que... Enfin, l'hermaphrodisme est un mythe, mais l'intersexuation, en réalité, ne cesse de revendiquer institutionnellement sa singularité de nos jours. Je pense que vous en doutez, mais les considérations sur les hermaphrodites, elles ont longtemps fait à l'imagination la part belle, c'est-à-dire qu'on y a associé la présence de deux sexes également marqués. En somme, ce serait une conformation physique parfaitement duelle. Mais bon, l'égale possession de deux sexes, masculin et féminin, n'est qu'apparente, anatomique, et quelques investigations médicales dans l'appareil génital suffisent à prouver qu'il y a un sexe biologiquement prédominant, fonctionnel. Cela étant tout de même que nombreux hermaphrodites sont atteints de stérilité. Donc, au terme d'hermaphrodite, on préfère aujourd'hui celui d'androgyne, qui est plus à même de caractériser cette ambiguïté, qui ne touche en vérité que l'anatomie, et également les comportements, mais qui ne présente pas une réalité physiologique en réalité. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est que ça a longtemps été considéré comme une monstruosité. Mais on remarque que ça traverse une période de redéfinition, c'est-à-dire que les revendications politiques quant à son statut impulsent une compréhension nouvelle de sa donnée biologique, mais aussi psychique. Donc, de par ces évolutions, l'hermaphrodisme en est venu à rejoindre la sphère de l'anomale. Et il se distingue par là de monstruosités qui sont porteuses d'une valeur vitale négative, j'y reviendrai. Donc, la conséquence, ce serait peut-être une atténuation de la singularité biologique et psychique de cette conformation. Et je vais essayer de montrer qu'elle s'insère dans un passage que Canguilhem a théorisé, qui va du monstrueux comme donnée de l'imaginaire, du merveilleux, à la monstruosité, c'est-à-dire la disparition du monstre, en fait, qui devient entièrement explicable par la science. Et en fait, plutôt que d'avoir véritablement œuvré pour sa reconnaissance, cette redéfinition, elle l'a complètement atténuée et dissolue dans un champ d'anomalie. Donc, en fait, elle en a fait en quelque sorte une marge de variation biologique remédiable autour d'une normalité socialement définie de la sexualité, c'est-à-dire cette normalité, ce serait celle de la fonction hétérosexuelle reproductrice. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'autrefois, on croyait véritablement que deux sexes étaient également présents, et aujourd'hui, on en vient à nier complètement cette dualité et à croire qu'elle est remédiable chirurgicalement, c'est-à-dire qu'on la considère comme superficielle et insignifiante. Donc, je vais m'attacher dans un premier temps à sous-peser les problèmes épistémologiques soulevés par cette intersexuation, et ensuite me demander si elle relève véritablement d'une simple anomalie, et ce sera à la lumière d'une analyse biopolitique, notamment au vu des pratiques médicales et chirurgicales actuelles. Donc, j'aimerais tout d'abord... le premier... En fait, je suis tombée dans un piège quand j'essayais de préparer ce texte, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer que l'hermaphrodisme n'était pas une monstruosité mais une anomalie, mais on va le voir avec l'aide de Foucault, ce n'est pas non plus véritablement une anomalie, sans quoi ça deviendrait très périlleux politiquement. Mais je vais tout d'abord expliquer pourquoi ce n'est pas une monstruosité, et en l'occurrence dans le sens de Canguilhem. La monstruosité canguilhémienne, en fait, ça caractérise tous les vivants porteurs de ce qu'il appelle une valeur vitale négative, c'est-à-dire des vivants dont l'adaptabilité est restreinte, dont la dépendance est plus grande à un milieu, et dont la normativité, c'est-à-dire la capacité de créer des normes pour s'adapter à des maladies ou à des contraintes extérieures, est réduite, de par une malformation. Donc ce sont des individus biologiques marqués, frappés par une anomalie de développement. Seulement, vous vous en doutez bien, l'hermaphrodite n'est porteur d'aucune contre-valeur vitale, c'est-à-dire qu'il n'a, mis à part le fait que les hermaphrodites sont parfois stériles, ils n'ont aucune faiblesse biologique marquée. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de l'approcher en termes d'anomalie. Seulement,
Et je vais essayer d'approcher l'anomalie d'une manière différente de ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire que je vais l'approcher de manière quantitative et relativement à une corporéité. Il y a le premier... Enfin, je vais me situer dans le cadre de ce qu'on appelle la tératologie positive, c'est-à-dire la science des monstres qui s'est développée environ à partir du XIXe siècle et dont l'un des plus grands maîtres est Étienne de Geoffroy-Satylaire. Il a essayé de définir l'hermaphrodisme en termes d'anomalie. Seulement, le problème quand on étudie toutes ces malformations en termes d'anomalie, c'est qu'on a tendance à se centrer sur son propre corps et à considérer la monstruosité en termes d'excès ou de défaut par rapport à une normalité, sans précisément penser la normativité qui fait l'objet des études de Canguilhem. Et ce qu'il va s'agir de montrer, c'est qu'il y a une adéquation plus grande d'une approche qualitative que d'une approche quantitative qui repose sur l'anatomie. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que l'anatomie, c'est une dimension qui ne reflète pas toujours la gravité de la malformation. L'hermaphrodisme, ça semble affreux, mais en fait, vitalement, ça n'affecte que très peu l'individu qui en est frappé. Et voilà. Donc, dans ce contexte, on note qu'il se distingue des autres malformations caractérisées comme monstruosité comme une catégorie frappée d'arbitraire, en fait. Et je montrerai plus tard qu'il me semble qu'à cet égard, on observe une porosité entre le discours biologique, scientifique et le discours politique. Oui, donc je vais peut-être passer tout de suite au volet biopolitique, parce que je pense que ça vous intéressera plus que l'épistémologie qui est peut-être un peu austère. Donc, en fait, si la conformation de l'hermaphrodite est troublante et controversée, c'est peut-être pas tant cette singularité biologique qui va être problématique que les conséquences juridiques et culturelles qui en ont découlé. Donc, je vais maintenant essayer de montrer combien le qualificatif anormal pourrait porter préjudice aux individus concernés par cette malformation. Alors, elle n'est certes pas une monstruosité, mais pour autant, je vais essayer de montrer qu'elle n'est pas réductible à une simple anomalie entendue comme irrégularité ou aspérité. Donc, je vais tout d'abord essayer de mettre en regard le monstre canguilhémien et le monstre foucaldien, parce qu'ici on change de registre. Canguilhem, c'est une définition vitale du monstre, c'est-à-dire un vivant affecté par un arrêt de développement, comme je l'expliquais. Alors que Foucault, c'est une définition institutionnelle, il en parle surtout dans les anormaux, et il présente ça comme une violation des lois de la société, en plus d'une violation des lois de la nature. Alors, ces deux acceptions ne se recoupent donc pas, et on observe surtout, en fait, actuellement, vous avez remarqué qu'on ne parle plus de monstres, et c'est ce que j'essayais de montrer dans mon mémoire. À mon avis, c'est parce que le champ des monstruosités qu'on a pu tout expliquer à l'aide de travaux d'embryologie, c'est en quelque sorte dissolu dans le champ du handicap, c'est-à-dire que ce sont devenus des formes de handicap moteur très graves, et seulement à l'exception, à mon avis, de deux formes majeures, à savoir les monstres hybrides, que sont les siamois et les hermaphrodites, qui, eux, ne présentent pas les caractéristiques d'un handicap. Et en revanche, le problème monstrueux qu'il pose, c'est bien relatif à l'application d'une loi. En effet, ça questionne l'attribution, dans le cas d'un hermaphrodite, d'un état civil. Dans le cas d'un siamois, ça questionne le problème de la responsabilité juridique. Si un des siamois tue quelqu'un, est-ce qu'on les emprisonne les deux ou est-ce qu'on les laisse tous les deux en liberté? Ça questionne également la possibilité d'un baptême. Est-ce qu'on baptise les deux ou un seul? Et pour les hermaphrodites, ça questionne aussi bien sûr l'assertion sociale à travers l'institution du mariage. Donc, l'hermaphrodite perturbe cette institution centrale du mariage hétérosexuel reproductif. Mais ce qui trouble surtout, et ce qui a gêné à son sujet, vous vous en doutez peut-être, c'est que c'est pas tant sa malformation, que son penchant à changer peut-être de sexe et plus encore de partenaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un hermaphrodisme de l'âme. Donc, ce qu'on intimait autrefois aux concernés, c'était de choisir un sexe à leur majorité, afin de posséder un état civil et de pouvoir se marier. Donc, pour Foucault, on assiste ici à une insertion des orientations sexuelles dans un champ normatif, qualificatif et prescriptif. Donc, on observe ici l'extrême et troublante porosité du discours scientifique et politique. Je vais essayer de le démontrer à travers des pratiques actuelles, qui sont assez colorées. Bon, je ne vais pas donner trop d'exemples parce que ce sera peut-être un peu choquant. C'est à savoir la chirurgie des hétérosexués. Donc, la tendance actuelle de la chirurgie, ce serait de considérer cette malformation comme secondaire,
remédiable et superficielle. C'est-à-dire que dans la plupart des naissances où on observe un cas d'intersexuation, on intime aux parents de choisir un sexe pour leur enfant, et c'est-à-dire qu'on rafistole tout ça, on en sectionne un, on en laisse l'autre, ou alors on en crée un autre. Et par la suite, c'est d'autant plus troublant qu'en général, à l'adolescence, on observe parfois qu'on s'est trompé et que donc on a attribué un sexe qui ne correspond pas à l'appareil génital, et donc plein de malformations s'en suivent, parmi lesquelles, notamment chez certaines femmes, on a ce qu'on appelle des testicules féminisants, c'est-à-dire des testicules qui descendent à l'adolescence. Voilà, vous voyez le genre de problème que ça peut occasionner. Donc, ce qui est troublant quand même, c'est que cette anomalie, même si on a toujours voulu la maîtriser juridiquement, on avait quand même toujours redouté de l'opérer. C'est-à-dire que la médecine des siècles précédents ne s'était jamais aventurée dans cette intimité. Et le souci de la corriger, c'était avant tout une préoccupation juridique. Alors, qu'est-ce que veut dire anomalie dans ce contexte ? Je crois que ça signifie une aspérité, un défaut, une inégalité, une imperfection, mais attention, superficielle, anatomique et remédiable. Donc il s'agirait en somme de dissiper l'ambiguïté anatomique pour mieux retrouver la normalité. Donc la monstruosité, ou ici l'hermaphrodisme, ce serait un cache, une erreur, une dimension entravante, mais secondaire du corps, vous voyez ? Et ce que Foucault met en évidence, c'est que la médecine actuelle a pour souci de révéler ce qu'elle appelle un vrai sexe, c'est-à-dire un sexe qui serait prédominant, plus marqué et voulu par la nature. Or, on voit tout de suite que ce n'est pas la révélation d'un fait naturel qui se produit ici, mais bien plutôt un diagnostic effectué par un médecin en accord avec un certain type de discours. C'est ce qu'on appelle un savoir-pouvoir. Donc, c'est le médecin qui fait parler les organes, en réalité, qui chasse l'ambiguïté anatomique pour traquer une soi-disant réalité physiologique. Donc, je cite un petit passage de Foucault à ce sujet. « Désormais, à chacun un sexe et un seul. À chacun son identité sexuelle première, profonde, déterminée et déterminante. Il ne s'agira plus de reconnaître la présence de deux sexes juxtaposés ou emmêlés, ni de savoir lequel des deux prévaut sur l'autre, mais de déchiffrer quel est le vrai sexe qui se cache sous des apparences confuses. Le médecin aura en quelque sorte à déshabiller des anatomies trompeuses et à retrouver derrière des organes qui peuvent avoir revêtu les formes du sexe opposé, le seul vrai sexe. » Donc, on observe ici, c'est ce qui caractérise l'époque moderne, c'est un désenchantement du monstrueux qui est reflété par les pratiques chirurgicales. En effet, autrefois, les monstres hybrides fascinaient. On voyait par exemple dans les Siamois une psychologie assez admirable. Et maintenant, on affirme à l'opposé, on affirme le souci légitime de les libérer d'un esclavage. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le risque de les séparer, quitte à mettre en péril leur vie, puisque la plupart des opérations se sont soldées par la mort ou de l'un ou des deux. C'est quand même assez perturbant de voir combien l'institution en vient même à perturber ces vilains. Ce qu'on peut noter, c'est un isolement, une objectivation de la monstruosité vis-à-vis de la personne, une délimitation non seulement organique, mais aussi scientifique, en lui donnant une dénomination. Et en fait, ce qui se passe, Foucault relie toujours il relie le regard au langage, et il explique qu'en fait, on isole en quelque sorte par le regard ce qui fera l'objet d'une ablation, d'une intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'on sépare la régularité biologique, la normalité, de l'anomalie, le nécessaire du superflu, et c'est ce qui se passe dans le cas des hétérosexuels. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sexe et l'autre qui est en trop, qu'on se doit tout de suite d'opérer et d'ôter. Donc on voit que la monstruosité circonscrite spatialement sur un plan corporel est temporellement comme moment où une anomalie est survenue dans le développement de l'embryon. Donc elle en devient partielle et non plus englobante, et ontologiquement contingente. Donc, bon. Il faut savoir quand même que ces interventions ne rétablissent pas une naturalité, mais interviennent vraiment de manière plastique sur le corps. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film d'Almodovar. Il se passe un exemple de transsexuation artificielle où véritablement, non seulement on stérilise un homme, mais en plus on lui crée un vagin artificiel
Et ce ne sont pas des opérations de correction ou de rétablissement d'une vitalité, mais bel et bien des entreprises que j'appelle tératogéniques, c'est-à-dire qu'on crée un monstre et on fait une métamorphose véritablement. Enfin, pour moi, c'est ça qui se passe dans les opérations actuelles sur les hétérosexuels. Mais l'idée qui habite ces pratiques, c'est que la normalité, c'est qu'il y a une normalité, une régularité profonde du corps. Et on note un certain substantialisme de la chirurgie. Alors, ce serait l'idée que la substance se trouve à l'intérieur du corps et que la vérité du corps, oui, est intérieure. Et dès lors, si la substance... je reprends ici une idée de Bachelard quant au substantialisme. Je vais citer rapidement un extrait. L'idée substantialiste est souvent illustrée par une simple contenance. Il faut que quelque chose enferme, que la qualité profonde soit enfermée. En analysant de telles intuitions, on se rendra vite compte que pour l'esprit préscientifique, la substance a un intérieur, et même mieux, la substance est un intérieur. Et donc si la substance est intériorité, qui mieux que le chirurgien qui s'aventure à l'intérieur du corps pourrait prétendre la révéler. Donc ce qu'on note, c'est que cette nouvelle complexité des pratiques médicales, elle s'est également accompagnée d'une dépersonnalisation des patients, c'est-à-dire que désormais, c'est à l'expert de décider quel sexe domine chez ces individus, alors qu'autrefois, c'est à leur majorité qu'on leur a laissé le choix. Donc, au terme d'anomalie, je pense donc qu'il faudrait qu'on préfère, et c'est ce que défendent certains médecins, le terme de variation du développement sexuel. C'est moins discriminant et c'est plus proche de la réalité. Bon, vous trouvez peut-être bizarre que je parle de ce sujet, mais il a quand même beaucoup intéressé Foucault et je crois que c'est un exemple assez éclairant d'anomalie, ou du moins d'anomalie biopolitique. Donc, en somme, et je conclurai ainsi, c'est une question qui peut peut-être vous paraître isolée, mais qui, à mon sens, rejoint la problématique plus vaste de la définition culturelle des genres. Elle pose la question du contrôle de l'État sur les corps et la sexualité, sur leur normalisation, et bien sûr la question de l'attribution d'une fonction reproductive aux individus, que justifie l'institution médicale qui est si à mi-chemin entre savoir et pouvoir. Donc, la prétendue naturalité de l'acceptation du sexe biologique, elle commence à s'émousser idéologiquement, vous voyez. C'est plutôt, on note bien que ce n'est pas une identité innée, mais c'est bien plutôt une identification. Et la psychanalyse infantile a notamment permis de le montrer, en montrant que la constitution psychologique d'une identité sexuelle chez l'enfant, elle ne suit pas un cours régulier. En vérité, au départ, tous les enfants s'identifient à leur mère, à la figure parentale, ou en tout cas à la figure parentale qui a le plus de pouvoir, et c'est selon des processus mimétiques que nous, entre guillemets, adoptons, que nous adoptons notre sexe biologique ou non d'ailleurs. Il faut distinguer ici le sexe d'assignation du sexe d'élection. Mais je crois que cet enjeu, que cette question est assez importante, puisque récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actualité, l'Argentine a adopté une loi qui permet l'adoption libre de son genre, de son état civil, et ce, indépendamment de tout justificatif juridique, ou même de toute opération chirurgicale. Donc il me semble que c'est une question importante actuellement. Voilà. J'espère avoir fait assez de cours.